Au mois de novembre l'année dernière, j'ai lancé un nouveau concept sur la chaîne, l'iceberg, un format que vous avez dans l'ensemble plutôt bien accueilli. Alors, en tenant compte de vos retours, j'en ai préparé un second sur un autre sujet qui m'a été pas mal demandé, celui des tueurs de masse. Pour les nouveaux abonnés ou ceux qui ne sont pas encore familiers avec le format iceberg, je vous explique rapidement. Chaque strate de l'iceberg représente un niveau de connaissance. Dans la première, j'aborderai des affaires très connues et c'est en amorçant la descente que je commencerai à vous parler d'histoires moins populaires qui ont été oubliées avec le temps, voire même très peu médiatisées dès le départ pour certaines. Avant de commencer, il me semble nécessaire de préciser une petite chose pour éviter toute confusion, à savoir qu'un tueur de masse n'est pas toujours un terroriste. Un tueur de masse, c'est quelqu'un qui tue plusieurs personnes en une seule fois, généralement au même endroit, mais pas forcément. Son acte peut être motivé par des raisons personnelles, comme la haine, la vengeance ou des problèmes psychologiques, mais son objectif principal n'est pas nécessairement de transmettre un message politique, religieux ou idéologique. Un terroriste, en revanche, c'est une personne tombée dans le radicalisme qui commet des actes violents pour semer la peur et influencer des gouvernements, des groupes ou des populations. Les terroristes choisissent généralement leur cible de manière stratégique pour avoir un plus grand impact et attirer l'attention sur leur cause. Donc, tous les tueurs que je vais mentionner dans cette vidéo sont des tueurs de masse, sans exception. En revanche, seuls certains d'entre eux ont agi pour des raisons qui ont également fait d'eux des terroristes. Je le dirai quand ce sera le cas pour que vous fassiez bien la distinction. Et enfin, avant d'attaquer, pour ceux qui trouvent que la vidéo est trop longue, n'oubliez pas que sur YouTube, il y a une fonctionnalité de chapitre. Donc, si vous n'avez pas 1h30 de libre pour la regarder d'une traite, ce que je peux tout à fait concevoir, rien ne vous empêche de visionner un ou deux paliers et de regarder la suite une autre fois. Voilà, maintenant que ces précisions sont faites, démarrons cet iceberg générique. La première affaire dont je vais parler dans cet épisode sur les tueurs de masse s'est produite en France il y a près de 10 ans, mais son souvenir est encore très présent dans les esprits à cause de la violence des événements et surtout du nombre de vies perdues ce jour-là. Je veux bien évidemment parler de la série de fusillades qui a eu lieu le 13 novembre 2015 à Paris et dans sa périphérie. Rappelons qu'en janvier 2015, le 7, il y avait déjà eu des attentats dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo, commis par les frères Kouachi, et que 2 jours après, le 9, il y avait eu une prise d'otage meurtrière dans un magasin hyper cachère, toujours à Paris. Une prise d'otage dont l'auteur était Amédi Koulibaly, qui avait tué 2 personnes à Montrouge la veille. La France était donc déjà endeuillée et les attentats du 13 novembre, qui ont marqué le monde entier, n'ont fait qu'aggraver les choses. Ils ont été revendiqués par Daesh. Il s'agit donc de terrorisme. Ce jour-là, l'attaque se déroule en plusieurs phases, synchronisées, touchant pas moins de 6 lieux différents. La première débute à 21h20, près du Stade de France à Saint-Denis, où se joue un match de football amical entre la France et l'Allemagne, en présence de 80 000 spectateurs, dont le président François Hollande et le ministre allemand des Affaires étrangères. Les frères Ammar Ramadan Mansour Mohammad Al-Sabawi et Mohammad Al-Mahmoud, accompagnés de Bilal Hadfi, 3 kamikazes qui ont tous la vingtaine, tentent de pénétrer dans le stade. Ils sont stoppés par la sécurité, mais ils se font exploser à des points différents autour de l'enceinte. Attention, deuxième explosion au Stade de France. Deuxième explosion, courez. Barrez-vous. Il y a des attentats. Barrez-vous, Tchernos barre. Par chance, seul l'un d'eux réussit à tuer quelqu'un en déclenchant sa ceinture près d'une entrée, faisant également une dizaine de blessés graves. Pendant ce temps, un deuxième groupe composé de Brahim Abdeslam, Shakim Akrou et Abdelhamid Abaoud, respectivement âgés de 31, 25 et 28 ans, ouvre le feu sur plusieurs cafés et restaurants situés dans le 10e et 11e arrondissement de Paris. Le mode opératoire est brutal et rapide, les assaillants tirent sans aucun discernement avant de repartir. À 21h25, les terroristes armés de Kalachnikov criblent de balles les clients attablés au Carillon et au Petit Cambodge. 7 minutes après, à 21h32, une autre fusillade éclate à côté des restaurants La Bonne Bière et Casa Nostra. Enfin, à 21h36, il y a une attaque similaire près de La Belle Équipe. Un blessé à terre. Oh là là.
Dans cette série de fusillades, un total de 39 personnes sont tuées et 32 autres sont grièvement blessées. Après ça, Brahim Abdeslam entre dans l'établissement Le Comptoir Voltaire, dans lequel il déclenche sa ceinture explosive, mais par chance, il n'y a que la charge située à l'arrière qui saute. Il est donc le seul à mourir, même s'il parvient à faire 2 blessés supplémentaires. Ses 2 complices, Shakib Akrou et Abdelhamid Abaoud, arrivent de leur côté à prendre la fuite. Le 3e groupe, également composé de 3 terroristes, prend d'assaut la salle de concert du Bataclan, dans laquelle 1500 spectateurs assistent à un concert du groupe américain Eagles of Death Metal. À 21h40, Foued Mohamed Agad, Ismaël Omar Mostefaï et Sami Amimour, 23, 29 et 28 ans, entrent dans la salle armés de fusils d'assaut et commencent à tirer sur une foule très compacte. Ils cherchent aussi à atteindre les membres du groupe de musique qui réussissent à s'échapper. Les spectateurs du concert, complètement paniqués, cherchent, eux aussi, à fuir la salle par toutes les issues possibles. Aux abords du Stade de France, 2 kamikazes viennent de se faire exploser à 10 minutes d'intervalle. Un 3e suivra moins de 30 minutes plus tard. Il est 21h30, une nuit d'horreur vient de commencer. Le président François Hollande, qui assistait au match amical France-Allemagne, est exfiltré. Il découvre alors la situation dans Paris. Des attaques sont en cours dans les 10e et 11e arrondissements de la capitale. Des fusillades à des terrasses de cafés et de restaurants, rue Alibert, puis rue de la Fontaine-au-Roi et rue de Charonne, des quartiers festifs de la capitale. Des dizaines de personnes sont tuées. Il y avait du sang partout, les gens sont tombés comme des mouches. C'était une vraie scène de guerre. J'avais l'impression d'être dans les tranchées. Mais l'opération la plus lourde n'a pas encore commencé. À 21h49, alors que 1500 personnes assistent à un concert de rock dans la salle du Bataclan, 3 assaillants font irruption et ouvrent le feu à l'arme automatique. Un journaliste du Monde, voisin, filme cette scène. Des spectateurs fuient par une porte dérobée, d'autres sont même accrochés aux fenêtres. À l'intérieur, beaucoup se cachent, parfois à plus de 20 dans des petites pièces. 2 policiers, arrivés les premiers sur place, abattent un des terroristes au rez-de-chaussée. Les 2 autres sont retranchés à l'étage avec des otages. 10 minutes après le début de la fusillade, un commissaire divisionnaire et un brigadier pénètrent dans la salle de spectacle. Ils aperçoivent Sami Amimour qui tient une personne en joue sur un côté de la scène et ils parviennent à l'abattre 7 minutes plus tard de 6 balles. Il ne reste que 2 terroristes qui se retranchent à l'étage dans une pièce, emmenant avec eux une vingtaine d'otages. Vers 22h20, 60 hommes de la brigade de recherche et d'intervention et de la brigade d'intervention, appuyés par 10 hommes du RAID, investissent les lieux. Ils sécurisent le bas de la salle de concert entre 22h25 et 23h. Un quart d'heure plus tard, 40 membres des forces de l'ordre forment 2 colonnes d'assaut et montent au premier étage. Foued Mohamed Agad et Ismaël Mostefaï sont retranchés derrière leurs otages dans un couloir. Ils refusent toute négociation. L'assaut final est donné à minuit 18. Une fois le reste du premier étage entièrement sécurisé, les 2 terroristes sont tués par les hommes de la BRI sans avoir eu le temps de faire de nouvelles victimes. À minuit 21, le cauchemar a pris fin, mais 90 personnes ont trouvé la mort dans cette attaque, qui a été la plus meurtrière de la soirée. Des gens de diverses nationalités, majoritairement jeunes, venus simplement pour profiter d'un concert. De nombreux témoignages mentionnent le silence présent dans la salle juste après les faits. Seuls les téléphones des victimes sonnaient inlassablement au milieu des corps sans vie et des débris. Les attentats du 13 novembre 2015 ont causé la mort de 130 personnes âgées de 17 à 68 ans et fait 413 blessés, parmi lesquels 99 ont été grièvement touchés. Il faut malheureusement ajouter à ce lourd bilan les décès de 3 des rescapés des différentes fusillades souffrant de stress post-traumatique qui se sont ôté la vie par la suite. 7 des 9 terroristes sont morts le jour des attentats. Shakib Akrou et Abdelhamid Abaoud, qui avaient réussi à s'enfuir, sont tués le 18 novembre 2015, soit 5 jours après les faits, au terme d'un assaut mené par les forces de l'ordre dans un immeuble situé 2 rue du Corbillon à Saint-Denis. Il a été révélé plus tard que Salah Abdeslam, le frère de Brahim Abdeslam, était lui aussi équipé d'une ceinture explosive le 30 novembre, mais qu'il n'a pas pu la déclencher parce qu'elle était défectueuse. On peut le voir à gauche sur cette photo capturée par une caméra le lendemain des faits. Il est à ce moment-là près de la frontière belge. L'homme de 26 ans aurait joué un rôle important dans l'organisation de ces attentats, mais aussi dans celle de l'attaque qui s'est produite le 22 mars 2016 à Bruxelles. Il est arrêté en Belgique 4 jours avant qu'ils aient lieu, le 18 mars.
Après 4 mois de cavale, l'ennemi public numéro 1 est interpellé. Presque 7 ans après les attentats, le 29 juin 2022, Salah est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité réelle en France. Un total de 33 individus ont été identifiés comme ayant joué un rôle dans les attentats, 13 des mis en cause ayant été tués le jour des faits ou durant des opérations de police. Ces attentats sont à ce jour les plus meurtriers perpétrés en France et les deuxièmes les plus meurtriers d'Europe. Tout comme ceux dont je viens de vous parler, le tueur de masse suivant est lui aussi un terroriste. Anders Behring Breivik, qui a depuis décidé de changer de nom pour devenir Fjotolf Hansen, a 32 ans en 2011. Ce Norvégien, partisan d'extrême droite, nourrit une haine profonde envers le multiculturalisme et l'immigration, qu'il considère comme une menace pour l'identité européenne. Il reproche au parti travailliste, alors au pouvoir en Norvège, de promouvoir ses politiques et il se voit un petit peu comme un croisé moderne qui a le devoir de partir en guerre contre l'islam et le marxisme culturel. Dans ce but, il planifie pendant des mois 2 attaques successives, coordonnées pour maximiser les pertes humaines. Le 22 juillet 2011, il distribue un manifeste de 1500 pages décrivant son idéologie par voie électronique, puis il passe à l'acte, en partie pour en faire la promotion. La première attaque a lieu dans le quartier gouvernemental d'Oslo. Peu après 15 heures, Anders gare une camionnette contenant une bombe à retardement artisanale, constituée de 950 kg d'explosifs qu'il a fabriqués à partir d'engrais et de carburant, près du bâtiment où se trouve le bureau du Premier ministre norvégien, Jens Stoltenberg. La bombe explose vers 15h30, la détonation tue 8 personnes et en blesse des dizaines d'autres, mais à ce moment-là, le terroriste n'est déjà plus sur les lieux. Anders est déjà en route pour l'île d'Utoya, située à environ 40 km d'Oslo, et sachant qu'il est bien préparé, il a tout prévu. L'homme porte un uniforme de policier pour ne pas éveiller les soupçons et il est armé d'un pistolet, d'un fusil semi-automatique et de quelques 3000 balles et cartouches. À ce moment-là, Utoya accueille un camp d'été organisé par la jeunesse travailliste, auquel environ 600 adolescents et jeunes adultes âgés de 14 à 30 ans sont venus participer. Anders prend le ferry et, à son arrivée sur l'île, il prétend être un membre des forces de l'ordre dépêchés sur place par ses supérieurs pour assurer leur sécurité à la suite des attentats d'Oslo. À 17h22, il ouvre le feu sur les participants et, dès les premières détonations, ces derniers paniquent parce qu'ils sont totalement pris au piège, alors ils essayent de se cacher dans les bois, sous des rochers ou encore dans l'eau. Certains tentent même de s'enfuir à la nage, mais pour beaucoup c'est peine perdue parce qu'Anders traque minutieusement tous les jeunes sur l'île pendant plus d'1 heure. Il est 18h34 quand une équipe de policiers d'élite de la Delta Force arrive à Utoya pour l'interpeller. Il dépose immédiatement les armes et n'oppose aucune résistance. Malheureusement, quand on lui passe les menottes, il a déjà eu le temps de tuer 69 personnes, dont beaucoup d'adolescents. Ces 2 attaques combinées ont fait un total de 77 morts et 322 blessés, 210 à cause de l'explosion à la bombe à Oslo, 32 par coup de feu à Utoya et 80 qui ont été indirectement touchés. Lors de son procès, Anders a un comportement des plus irrespectueux, pour ne pas dire provoquant. Il affirme qu'il ne regrette rien et qu'il voit ses victimes comme des traîtres à sa cause. Le tout après avoir eu le culot d'oser demander la relaxe parce que, selon lui, il aurait agi en état de légitime défense. Le 24 août 2012, le terroriste est condamné à la peine indéterminée qui est la plus sévère en Norvège, 21 ans de prison, avec une possibilité de prolongation indéfinie tant qu'il sera considéré comme une menace. Et vu son attitude, il ne risque pas de retrouver la liberté de sitôt. En 2022, il demande sa libération conditionnelle et fait des saluts nazis pendant l'audience. Alors autant vous dire que sa requête a été très rapidement évaluée. Nope. Les attaques du 22 juillet 2011 font partie des plus meurtrières de l'histoire de la Norvège, un pays pourtant réputé sûr. Tout comme les attentats qui sont produits à Paris, elles restent un rappel tragique des dangers du radicalisme et de la nécessité de lutter contre toutes les formes d'extrémisme. Contrairement aux 2 précédentes affaires, la prochaine dont je vais vous parler n'a aucun lien avec une forme de terrorisme quelle qu'elle soit. L'auteur de la fusillade est un jeune qui a perdu la raison pour des motifs personnels, une situation malheureusement bien trop récurrente. Comme vous allez le voir, il y a d'ailleurs eu pas mal de signes avant-coureurs indiquant que sa santé mentale se dégradait. Sun Hui-cho voit le jour en Corée du Sud en 1984 et à l'âge de 8 ans, il émigre aux États-Unis avec sa famille. Ses parents décident de s'installer en Virginie où ils ouvrent un petit pressing. Dans le cadre de leur travail, ils emploient du perchloroéthylène, une substance toxique utilisée dans le nettoyage à sec, à laquelle leur fils est donc exposé régulièrement. Ça n'est peut-être qu'une coïncidence, mais selon le docteur Dolores Malaspina,
Cette dernière augmente les risques de développer des symptômes schizophréniques. C'est justement après son arrivée sur le sol américain que Seung-Hui commence à développer des problèmes psychologiques et, dans son enfance, il se fait remarquer pour son comportement introverti ainsi que sa difficulté à interagir socialement. Finalement, il est rapidement diagnostiqué comme souffrant de sévères troubles anxieux et d'un mutisme sélectif, des soucis qui ne vont pas s'arranger avec le temps, bien au contraire. Après la fin de ses études secondaires, Seung-Hui s'inscrit à l'université Virginia Tech située à Blacksburg pour obtenir un diplôme en lettres anglaises, mais tout ne se déroule pas comme prévu parce qu'il montre très vite tous les signes d'une évidente détresse mentale. Ses écrits, souvent menaçants et dérangeants, alertent certains de ses professeurs et d'autres étudiants jusqu'à en pousser plusieurs à déposer une plainte à son encontre auprès de la direction de l'établissement. En décembre 2005, à l'âge de 21 ans, Seung-Hui est hospitalisé de force en psychiatrie pendant une journée en raison de tendances suicidaires. Pendant ce très court séjour, l'un des médecins précise qu'il est un danger imminent pour lui-même et pour les autres en raison d'une maladie mentale. Un juge demande donc à ce qu'il bénéficie d'un étroit suivi psychologique après sa sortie de l'hôpital. Malheureusement, ça n'a pas été appliqué et au vu de ce qui s'est produit 2 ans après, le 16 avril 2007, on peut en conclure que c'était une grosse erreur. Ce jour-là, à 7h15, Seung-Hui commence à déambuler armé dans le dortoir universitaire West Ambler Johnston Hall et il abat une étudiante puis un assistant résident qui essaye d'aider sa première victime. Après ça, il retourne calmement dans sa chambre et il se rend au bureau de poste pour envoyer un colis à la chaîne de télévision NBC. Dans ce colis, il y a une vidéo, des photos et un manifeste de 1800 mots dans lequel Seung-Hui justifie ses actes en condamnant les gosses de riches et les hypocrites. En gros, il se décrit comme un martyr qui venge les opprimés. Pendant ce temps, la police décide, en accord avec le personnel de l'université, de traiter la fusillade comme un incident isolé après avoir constaté le départ du tireur, dont ils ignorent complètement l'identité. Un simple mail est envoyé à tous les étudiants pour les inviter à être prudents et leur demander de contacter les autorités s'ils ont des informations sur le tueur ou alors s'ils constatent quoi que ce soit de suspect. Malheureusement, Seung-Hui, de son côté, n'a pas l'intention d'en rester là. Après avoir déposé son colis, il retourne au campus et vers 9h40, il se rend à Norris Hall, un bâtiment académique dont il verrouille les entrées dans le but d'empêcher ses futures victimes de fuir et de ralentir l'intervention des secours. Ensuite, il enchaîne les fusillades dans plusieurs salles de classe. Pendant environ 11 minutes, il mitraille ses camarades et tue méthodiquement 30 d'entre eux. Seung-Hui ne s'arrête que lorsque les forces de l'ordre, obligées de forcer l'accès au bâtiment, parviennent à pénétrer à l'intérieur. Il retourne alors immédiatement son arme contre lui pour sauter la vie. Le bilan humain est lourd. Avant de se donner la mort, le jeune homme de 23 ans a eu le temps de faire 32 victimes, dont 27 étudiants et 5 professeurs âgés de 18 à 76 ans. 17 personnes ont été blessées par arme à feu et plusieurs autres se sont également fait mal en sautant par les fenêtres du bâtiment pour tenter d'échapper aux balles. Pour commettre ces attaques, Seung-Hui a utilisé 2 armes de poing, un Glock 19 et un Walther P22 qu'il a pu acheter légalement malgré ses antécédents psychiatriques. Le tueur avait écrit les mots « Ismaël Axe », supposément la hache d'Ismaël, à l'encre rouge sur son avant-bras, des termes au sujet desquels on ne peut faire que des suppositions aujourd'hui. Il existe plusieurs théories concernant cette inscription, mais tout vous détailler serait beaucoup trop long. Donc pour ceux que ça intéresse de creuser un petit peu, rien que sur Wikipédia, il y a déjà pas mal d'explications. En revanche, Seung-Hui a fait une référence qui ne laisse aucune place au doute dans son manifeste en citant 2 autres tueurs de masse qu'il semblait admirer. Ces jeunes, tristement célèbres, sont d'ailleurs les suivants sur la liste qui compose cet iceberg. La tuerie de masse dont je vais vous parler maintenant, c'est elle aussi produite dans un établissement scolaire et c'est probablement l'une des plus connues au monde. Il s'agit de la tuerie de Columbine qui a eu lieu le 20 avril 1999 dans un lycée de la ville éponyme aux États-Unis. Eric Harris et Dylan Klebold se rencontrent au collège en classe de 5e et ils deviennent rapidement proches au point d'être inséparables quand ils font leur rentrée à la Columbine High School. Au lycée, tous les deux sont apparemment des élèves très impopulaires,
régulièrement victimes de tentatives d'intimidation et de brimades de la part de leurs camarades. Cette information est à prendre avec des pincettes, ceci dit, parce que certaines sources suggèrent le contraire, à savoir qu'ils avaient des amis et qu'ils faisaient partie d'un groupe appelé la Trenchcoat Mafia. Eric est un adolescent manipulateur, charismatique et colérique, quand Dylan est plus introverti. Il montre même des signes de dépression et de mal-être. Leurs caractères sont donc assez différents, mais ils partagent néanmoins une fascination commune pour la violence et les armes, en plus d'éprouver de la haine pour leurs camarades et pour la société en général. Les deux adolescents tiennent chacun un journal intime et dès le mois de mai 1998, ils commencent à y détailler la planification d'une attaque massive qu'ils comptent mener ensemble. Inspirés par des actes violents précédemment commis par d'autres et des films comme Tueur né, pendant les 11 mois suivants, ils rassemblent méticuleusement diverses armes à feu et explosifs de manière illégale. Ils prennent également la décision de laisser derrière eux des vidéos dans lesquelles ils expliquent clairement ce qu'ils vont faire, mais aussi leur motivation. Le matin du 20 avril 1999, Dylan et Eric, âgés de 17 et 18 ans, arrivent au lycée avec des sacs à dos remplis d'armes à feu, de munitions, de couteaux et de bombes artisanales. Ils cachent 2 bombes au propane dans la cafétéria qu'ils comptent faire exploser pour tuer un maximum de personnes, en projetant de revenir après pour achever les survivants, mais fort heureusement, elles ne se déclenchent pas. Dylan et Eric sortent ensuite du lycée et jettent une autre bombe artisanale sur le parking, qui ne saute que partiellement. L'explosion blesse 2 élèves assis non loin, mais ils ne s'en sortent pas, tués très peu de temps après par les adolescents armés qui ouvrent le feu sur eux à 11h19. Après ça, Dylan et Eric entrent dans l'établissement et tirent sans discernement sur plusieurs personnes, puis ils se dirigent vers la cafétéria. Une fois sortis de la cafétéria, ils jettent quelques bombes dans le lycée, incluant une sur le toit, ouvrent le feu plusieurs fois, puis ils se feraient un chemin vers la bibliothèque dans laquelle environ 56 personnes se sont réfugiées. Dylan et Eric tuent 10 des élèves qui s'y trouvent tout en proférant insultes et menaces, puis ils quittent brièvement la pièce, ils passent dans l'aile de sciences, retournent dans la cafétéria, continuant de tirer sporadiquement, tout en lançant quelques bombes artisanales, sans faire d'autres victimes. À 12h01, moins de 50 minutes après le début de l'attaque, les 2 adolescents retournent dans la bibliothèque et échangent quelques tirs avec la police qui a encerclé le bâtiment à travers une fenêtre. Personne n'est touché. 7 minutes plus tard, à 12h08, Eric s'assoit dos à une étagère, Dylan se met à genoux, puis ils comptent jusqu'à 3 et se donnent la mort ensemble. Ils avaient également placé des bombes dans leur voiture, mais tout comme celles qu'ils avaient laissées à la cafétéria, elles n'ont heureusement pas sauté. Dylan et Eric ont tué 13 personnes au total, 12 élèves et un professeur qui tentait de les protéger. 24 blessés sont également à déplorer. L'affaire de Columbine marque un tournant dans la perception des fusillades scolaires. Elle conduit à des changements drastiques dans les protocoles de sécurité des écoles américaines, comme par exemple l'installation de détecteurs de métaux. Elle reste un symbole dans la violence armée dans les écoles et a tragiquement inspiré d'autres attaques similaires, y compris celles commises par Seung-Hui Cho, dont je vous ai parlé juste avant. Contre toute attente, Dylan et Eric sont devenus des sortes d'icônes de la culture pop. Encore aujourd'hui, certains regardent avec admiration les vidéos personnelles filmées avant les faits. Les 2 tireurs ont même une base de fans qui se qualifient de Columbiners, mais si la fusillade de Columbine est l'une des plus connues au monde, elle est malheureusement bien loin d'être la plus meurtrière des États-Unis. La fusillade qui a fait le plus de victimes dans le pays de l'oncle Sam s'est produite en 2017 à Las Vegas. Elle a déjà été traitée sur la chaîne, donc je l'aborderai plus superficiellement que les autres. Aucune affiliation politique, religieuse ou idéologique n'a été identifiée comme mobile dans cette attaque dévastatrice, et cette fois-ci l'auteur n'était pas un jeune mais un retraité qui n'avait aucun antécédent de violence. Au moment des faits, Stephen Paddock a 64 ans, c'est un ancien comptable et un investisseur immobilier qui vit à Mesquite, dans le Nevada. Il passe une grande partie de son temps à jouer dans les casinos, et s'il est décrit comme un introverti et un solitaire, il n'a aucun casier judiciaire. En d'autres termes, il aurait été impossible pour quiconque de voir venir ce qu'il a fait le 1er octobre 2017. Pourtant, l'homme a minutieusement planifié son attaque. Dans les jours précédents la fusillade, il réserve une suite d'angle au 32e étage de l'hôtel Mandala Bay Beach, une chambre qui surplombe la scène du festival de musique country, Route 91 Harvest, auquel assistent quelques 22 000 spectateurs. Dans la pièce, il stocke un arsenal impressionnant de 23 armes à feu, des milliers de munitions et même des caméras pour surveiller les couloirs de l'hôtel.
Le jour J, à 22h05, Stephen brise les fenêtres de sa chambre d'hôtel et commence à arroser de balles la foule qui se trouve en contrebas. Right here. Just, he's been shot. Just relax. En 10 minutes, il tire des centaines de balles, créant une scène de chaos et de panique sans précédent, pendant que les spectateurs pris au piège tentent de s'enfuir sous les sifflements quasi incessants des projectiles. Les forces de l'ordre sont rapidement mobilisées, mais il leur faut du temps pour localiser la source des tirs, quand les secours se retrouvent parfois dans l'impossibilité d'intervenir de peur d'être blessés à leur tour. Vers 22h15, Stephen arrête de tirer et lorsque les forces de l'ordre parviennent à pénétrer dans sa chambre, 1h05 plus tard, elle découvre qu'il ne l'a fait que parce qu'il est décédé. L'homme s'est lui-même donné la mort d'une balle dans la tête après avoir fait 60 morts, dont 58 sur place et 2 personnes qui se sont éteintes ultérieurement des suites de leurs blessures. Les victimes étaient âgées de 20 à 67 ans. Après la fusillade, on dénombre également 867 blessés, dont environ 411 par balle, ce qui fait de cette fusillade la plus meurtrière des États-Unis. Encore aujourd'hui, on ignore complètement les raisons du passage à l'acte de Stephen, mais si vous voulez plus de détails sur l'affaire en général, une vidéo complète vous attend sur la chaîne. Maintenant, rendez-vous à la strate suivante. Nous voilà maintenant au sommet de l'iceberg. Les tueurs de masse dont je vais parler dans ce second palier ont été moins médiatisés que les précédents, mais les tragédies dont ils sont à l'origine n'en restent pas moins impressionnantes dans le mauvais sens du terme. Le protagoniste de l'affaire suivante a quelques points communs avec Anders Breivik, qu'il a d'ailleurs lui-même cité en référence, parce qu'ils ont tous les deux la même idéologie extrémiste qui les a conduits à commettre un acte terroriste. Brenton Tarrant voit le jour en Australie en 1990 et c'est dès le début de son adolescence qu'il montre des signes indiquant qu'il est raciste, entre autres. L'immigration est un sujet qui le préoccupe fortement et, une fois au lycée, il se fait épingler plusieurs fois pour avoir eu des comportements anti-autochtones et antisémites. À la fin de ses études secondaires, il devient coach sportif, mais après avoir travaillé 3 ans dans la même salle de sport, il met un terme à son contrat pour cause de blessures et décide de partir en voyage. Il visite plusieurs pays d'Europe et d'Asie, des séjours durant lesquels il se radicalise peu à peu, développant une haine prononcée envers les immigrés et les musulmans. Brenton se laisse influencer par des théories complotistes sur le grand remplacement et il en vient à croire que les populations blanches sont menacées par l'immigration et par l'islam. Il pose ses valises en Nouvelle-Zélande en 2017 et c'est apparemment à ce moment-là qu'il commence à planifier ses attaques. Il entame l'écriture d'un manifeste de 74 pages intitulé The Great Replacement qui expose ses motivations racistes et xénophobes, puis rassemble peu à peu une importante quantité d'armes, toutes achetées légalement. Brenton prend ensuite la liberté de les modifier, cette fois illégalement, pour maximiser leur létalité, puis il peint dessus des références historiques et des noms de figures liées au suprémacisme blanc. C'est le 15 mars 2019 qu'il passe finalement à l'acte, à l'âge de 28 ans. Le jour précédant les faits, Brenton envoie son manifeste à plus de 30 destinataires par courrier électronique, incluant le cabinet du Premier ministre et plusieurs médias. Les liens sont également partagés sur Twitter et sur 8chan. À 13h32, l'homme lance un live sur Facebook et 7 minutes après, il arrive à la mosquée Al-Nour, située dans la ville de Christchurch, où environ 300 fidèles sont réunis pour la prière du vendredi. Armé de fusils d'assaut, il ouvre le feu à l'intérieur sans aucun discernement pendant environ 6 minutes, tuant même des personnes âgées et des enfants à bout portant. Cette attaque fait 44 morts, mais malheureusement, Brenton n'a pas l'intention de s'arrêter là. Après ça, il remonte dans sa voiture, coupe son live Facebook et parcourt les quelques 5 km qu'il sépare de la mosquée Linwood, où se trouvent une centaine de personnes. Brenton débarque là-bas à 13h52 et fait 7 autres victimes, mais une altercation imprévue avec un dénommé Abdulaziz, l'un des fidèles,
le pousse à fuir. Le terroriste quitte les lieux dans la précipitation à 13h55, mais il est arrêté seulement 4 minutes après, à 13h59, après avoir été sorti de la route par une voiture de police venue percuter son véhicule. Avant d'être appréhendé, Brenton prévoyait de se rendre à Ashburton, une ville située à 90 km de Christchurch, pour mener une troisième attaque sur une troisième mosquée. Il n'a fort heureusement pas eu le temps d'aller au bout de son plan, mais il est tout de même parvenu à faire un total de 51 morts, principalement des immigrés et des réfugiés venus de pays comme le Pakistan, l'Inde, la Turquie et le Bangladesh, tous âgés entre 3 et 77 ans. On dénombre également 99 blessés, dont 40 par balle, pour certains grièvement atteints. Brenton est inculpé pour 51 meurtres, 40 tentatives de meurtre et pour terrorisme. Lors de son procès, il plaide coupable, mais se montre complètement impassible face aux témoignages des survivants et des familles des victimes. En août 2020, il est condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, la peine la plus lourde jamais prononcée en Nouvelle-Zélande. L'acte odieux de Brenton provoque une onde de choc dans le pays et le gouvernement réagit rapidement en interdisant les armes semi-automatiques et les fusils d'assaut moins d'un mois après l'attaque. Une loi est également adoptée pour renforcer la régulation des armes. L'impact de cette tuerie a été tellement important que Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, a lancé l'initiative du Christchurch Call, visant à lutter contre la radicalisation en ligne en collaboration avec Emmanuel Macron. L'attaque perpétrée par le tueur de masse suivant n'est pas un acte terroriste, mais elle a elle aussi touché des croyants, vu qu'elle a été commise dans une église. Contrairement à Brenton Tarrant, Devin Kelley n'est pas inconnu des forces de police lorsqu'il perd la raison. En 2017, cet ancien militaire de l'US Air Force a 26 ans, mais surtout un passé marqué par des comportements violents et des troubles psychiatriques qui lui ont d'ailleurs coûté sa carrière. En 2012, il a été traduit en cour martiale pour avoir agressé sa femme et fracturé le crâne de son beau-fils, ce qui lui a valu une peine d'emprisonnement d'1 an, puis un renvoi de l'armée pour mauvaise conduite. Il avait également des antécédents de violence domestique et des comportements menaçants. Pourtant, malgré son casier judiciaire, Devin parvient à acquérir des armes à feu. Étonnant sans vraiment l'être quand on sait que c'est en partie à cause d'une erreur de l'US Air Force qui n'a pas signalé ses condamnations au système national de vérification des antécédents. Le 5 novembre 2017, en fin de matinée, Devin prend la direction de l'église baptiste de Sutherland Springs, une petite communauté rurale du Texas, et il est bien préparé. Il est habillé tout en noir, armé d'un fusil d'assaut semi-automatique de type AR-15, de 2 pistolets, d'un gilet pare-balles et de plusieurs chargeurs remplis de munitions. À 11h20, l'homme ouvre le feu à l'extérieur de l'église, puis il pénètre à l'intérieur pendant le service du dimanche et il ouvre le feu sur la congrégation. Son passé militaire aidant, Devin tire de façon méthodique et ne s'arrête que pour recharger. Il tue 25 personnes, parmi lesquelles des enfants, des familles entières et même une femme enceinte. Il fait également 22 blessés. La fusillade dure environ 11 minutes jusqu'à ce que Stephen Wilford, un ancien instructeur de tir qui vit juste à côté de l'église, entende les coups de feu et décide d'intervenir courageusement. Il confronte Devin avec son propre fusil et le blesse en lui tirant 2 fois dessus, ce qui le pousse à fuir en remontant dans sa voiture, mais son poursuivant ne le lâche pas. En le voyant partir, Stephen aborde un dénommé Johnny Langendorf, arrêté dans son 4x4 juste à côté, à une intersection, et ensemble, ils prennent le tireur en chasse. La course-poursuite dure près de 7 minutes et les véhicules atteignent la vitesse de 155 km/h avant que Devin, qui saigne abondamment, ne perde le contrôle du sien. Il percute un panneau, traverse un fossé et termine dans un champ. Quand il s'approche, Stephen et Johnny voient que l'homme ne bouge déjà plus, mais ils préfèrent attendre l'arrivée de la police, qui constate que le tireur est mort. Il s'est ôté la vie d'une balle dans la tête juste après l'accident. La plus jeune des victimes de Devin avait 1 an et la plus âgée 77. L'enquête permet de révéler qu'il n'a pas choisi l'église de Sutherland Springs par hasard, mais parce qu'elle était fréquentée par sa seconde femme et la mère de cette dernière, avec qui il avait des différends. Elle n'était pas à la messe ce jour-là, mais le tireur a tout de même ciblé leur paroisse pour exprimer sa colère et sa rancune à leur égard. Il a d'ailleurs réussi à tuer la grand-mère de son épouse, dont il était séparé au moment des faits. Gros respect à Stephen Wilford pour son courage et pour sa réactivité, parce que c'est très probablement son intervention qui a empêché Devin de partir continuer son carnage ailleurs. On en a régulièrement la preuve, quand ils sont portés par la haine, certains peuvent aller très loin, et si on parle beaucoup de racisme et d'antisémitisme, sachez qu'il y a également des tueries de masse qui ont été motivées par la misogynie.
même si c'est plus rare. C'est le cas de celle menée par George Hénard, un ancien marin de la marine marchande américaine qui a perdu son emploi en 1989 pour possession de marijuana et incident ratio. 2 ans après, en 1991, l'homme de 35 ans est décrit comme solitaire et troublé, et s'il n'a pas de casier judiciaire, son comportement est assez inquiétant pour être remarqué par ceux qu'il côtoie de loin. Avant son passage à l'acte, il exprime clairement des idées misogynes et paranoïaques, il envoie des lettres haineuses à 2 de ses voisines, sans raison, et il semble nouer un ressentiment profond envers la société, et en particulier envers les femmes, qu'il accuse d'être déloyales. Le 16 octobre 1991, George monte dans son Ford Ranger bleu avec 2 pistolets, un Glock 17 et un Ruger P89, puis à 12h39, il précipite le véhicule dans la vitrine d'un restaurant Luby's Cafeteria situé à Killeen, au Texas. Ce jour-là, c'est le Boss's Day aux États-Unis, une journée durant laquelle les employés sont censés remercier leur patron d'être gentil et juste envers eux tout au long de l'année. Il y en a d'ailleurs pas mal qui doivent aller au boulot à reculons ce jour-là. Blague à part, c'est pour cette raison que le Luby's Cafeteria est anormalement bondé ce 16 octobre, vu que pas moins de 150 personnes s'y trouvent. Après l'impact du véhicule avec la façade du restaurant, George s'en extrait et ouvre le feu sur les clients et sur le personnel en tenant des propos vengeurs, notamment à l'égard des femmes, originaires des villes de Killeen et de Belton. Il cible d'ailleurs spécifiquement la gente féminine et abat méthodiquement toutes les victimes qui tentent de s'échapper ou de se cacher en faisant le tour de la salle. Profitant d'une brève pause dans la fusillade, un homme de 28 ans, qui se trouvait sous une fenêtre à l'arrière de la salle, se jette dedans, permettant à 1/3 des personnes présentes dans l'établissement de pouvoir en sortir. La police débarque sur les lieux une dizaine de minutes seulement après les premiers coups de feu, mais à ce moment-là, George a déjà fait 23 morts et 27 blessés, en proférant parfois des insultes misogynes. Après l'arrivée des forces de l'ordre, un échange de tirs s'ensuit entre les officiers et le tueur, mais même s'il est touché 2 fois à l'abdomen, il refuse fermement de se rendre, affirmant qu'il compte tuer plus de gens encore. Dans un premier temps, George tente de se retrancher dans les toilettes, mais les 2 portes ont été bloquées par les personnes qui s'y sont réfugiées. L'homme est acculé dans un couloir, quasiment à court de munitions pour l'une de ses armes, et il est grièvement blessé. Il décide donc de se tirer une balle dans la tête pour ne pas être capturé vivant. Cette fusillade a longtemps été la plus meurtrière de l'histoire moderne des États-Unis, avant d'être dépassée par celle qui s'est produite à l'université Virginia Tech en 2007, dont je vous ai parlé dans le premier palier. Le contexte dans lequel elle s'est produite fait d'ailleurs pas mal penser à celle qui a eu lieu dans un restaurant McDonald's à San Isidro en 1984, une affaire que j'ai déjà traitée sur la chaîne et dont je vous laisserai le lien en description. Le prochain tueur de masse dont je vais vous parler a lui aussi agi parce qu'il était misogyne, mais contrairement à George Hénard, les raisons évoquées n'étaient pas d'ordre personnel mais politique, ce qui fait de lui un terroriste. Marc Lépine ne voit pas le jour sous cette identité, mais sous celle de Gamil Rodrigue Lias Garbi. Il voit le jour en 1964 à Montréal. Sa mère est une infirmière franco-canadienne et son père un homme d'affaires algérien qui possède un tempérament violent et qui méprise les femmes. Il abandonne d'ailleurs la mère de ses 2 enfants alors que son fils aîné n'a que 7 ans. En d'autres termes, c'est en partie parce que Marc détestait son père qu'il a demandé à changer de nom et de prénom à l'âge de 14 ans. En grandissant, il a beaucoup de mal avec les relations interpersonnelles et il développe une admiration pour Adolf Hitler. Il est intelligent, mais il semble se ficher totalement de son avenir professionnel, échouant dès qu'il tente quelque chose à cause de son manque d'investissement. Marc éprouve un fort ressentiment à l'égard de son géniteur et, pourtant, force est de constater qu'une fois adulte, il lui ressemble beaucoup. Il n'aime pas les féministes et ne trouve pas normal que des femmes puissent exercer des métiers non traditionnels, une haine qui le conduit à commettre le pire le 6 décembre 1989 à l'âge de 25 ans. Ce jour-là, Marc entre dans l'école polytechnique de Montréal en fin de journée, armé d'un fusil semi-automatique Ruger Mini 14 et d'un couteau de chasse. Une école qu'il avait d'ailleurs tenté d'intégrer, mais il s'est fait recaler. À 17h10, il pénètre dans une salle de classe où environ 60 étudiants sont présents, puis il leur ordonne de former 2 groupes, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Après les avoir séparés, Marc demande aux hommes, qui sont une 50aine, de sortir avant d'ouvrir le feu sur le groupe de femmes, en déclarant combattre le féminisme. Ce faisant, il tue 6 d'entre elles et blesse les autres. Décidé à faire plus de victimes, l'homme commence ensuite à déambuler dans les couloirs de l'école polytechnique. Il entre dans la cafétéria, puis dans une autre salle de classe, et continue de tirer, toujours en ne ciblant que les femmes. Il en tue 8 supplémentaires et blesse 10 autres personnes des 2 sexes, avant de sauter la vie en retournant son arme contre lui à 17h27.
Peu après la mort de Mark et celle de ses 14 victimes au total, une lettre longue de 3 pages est retrouvée dans son blouson. Le tueur y détaille ses motivations misogynes, il avait même dressé une liste de 19 femmes québécoises, des personnalités publiques, qu'il décrivait comme féministes radicales et qui, selon lui, devaient être éliminées. Mark accusait les féministes de détruire la société et les hommes, et s'il a ciblé l'école polytechnique, c'est parce qu'elle formait des femmes ingénieurs, un métier traditionnellement pratiqué par les hommes. Suite à cette fusillade, le 6 décembre a été déclaré comme journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes au Canada. La dernière tuerie de masse de ce palier a elle aussi déjà été traitée sur la chaîne, donc je vais l'aborder très rapidement. Il s'agit d'une affaire française qui s'est déroulée sur 2 jours, du 23 au 24 septembre 1995, dans les communes de Solliès-Pont et de Cuers, toutes les deux situées dans le Var. Outre l'important nombre de vies qui ont été perdues, l'âge de l'auteur de la fusillade est tout aussi choquant vu qu'au moment des faits, Éric Borel n'a que 16 ans. C'est donc bien un adolescent qui, armé d'un fusil, a commencé par tuer son beau-père, sa mère et son demi-frère de 11 ans dans leur maison familiale de Solliès-Pont, avant de parcourir les quelques kilomètres qu'il sépare de Cuers. Là-bas, il abat 12 personnes supplémentaires le jour suivant, dont son meilleur ami, et fait également 4 blessés. Comme c'est souvent le cas, l'histoire personnelle d'Éric a joué un rôle dans son passage à l'acte, alors je vous invite à aller découvrir la vidéo complète sur l'affaire si vous ne l'avez pas déjà vue. Juste une petite précision, je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo parce que je ne crois pas une seule seconde que l'homosexualité d'Éric ou son pseudo-attrait pour son meilleur ami ait pu jouer quelque rôle que ce soit dans ce drame. D'ailleurs, je suis même assez convaincu qu'il n'était tout simplement pas gay et qu'il n'avait pas de sentiments pour Alan, comme j'ai pu le lire dans certains commentaires sous la vidéo. Quoi qu'il en soit, cette fusillade, celle de Cuers, dont on a finalement assez peu parlé en France, reste, hors attentat terroriste, l'une des plus meurtrières d'Europe à ce jour. Nous sommes maintenant à la surface, un palier dans lequel je vais vous parler d'affaires peu connues à l'échelle mondiale, même si elles ont évidemment été très marquantes localement. La première de cette liste est d'ailleurs la plus ancienne de l'iceberg. Tout comme la tuerie de Cuers, ce massacre qui s'est produit dans les années 50 est scindé en 2 parties qui ont eu lieu non pas à 1 jour, mais à 3 ans d'intervalle et dans 2 pays différents. Son auteur, un dénommé William Unek, est un Ougandais, membre de la Force publique, l'armée coloniale du Congo belge, ancien nom de l'actuelle République démocratique du Congo. En 1954, à l'âge de 25 ans, l'homme est affecté à Mahagi, une petite ville située dans la province de l'Ituri, au nord-est du pays. On ignore pourquoi il l'a fait, mais au cours d'une nuit de février, William commence à tuer des gens avec une hache. Il prend la vie de 21 personnes en 1h30, puis il s'enfuit, part en cavale et se cache dans la brousse. Pendant plusieurs années, William parvient à subsister grâce à la chasse, à la cueillette et occasionnellement en organisant des raids sur des villages isolés. Il finit néanmoins par être arrêté par les autorités coloniales belges. Cependant, les circonstances précises qui entourent sa capture et sa détention demeurent peu claires. Ce que l'on sait, c'est qu'il réussit à s'échapper de la prison avant d'avoir pu être jugé pour ses crimes. Après son évasion, William traverse la frontière pour se rendre en Tanzanie, alors appelée Tanganyika, un territoire sous mandat britannique. 3 ans plus tard, en 1957, il parvient à trouver un second emploi en tant que policier, sous un nom différent, dans la petite localité de Malampaka. Le 11 février cette année-là, présumément à cause d'un différend avec son supérieur, William perd à nouveau le contrôle. Seulement cette fois, il est plus lourdement armé. Il a une hache, un couteau, mais aussi un fusil Lee Enfield et 50 cartouches qu'il a volées sur son lieu de travail. C'est d'ailleurs du poste de police qu'il part pour déambuler ensuite dans le village. Il commence tôt dans la journée et durant les 12 heures qui suivent, il abat 26 personnes, dont 8 femmes et 8 enfants à coups de fusil. Puis il sort sa hache pour tuer 5 hommes et son couteau pour en poignarder un de plus. Pour finir, il brûle 2 femmes et un enfant dans leur hutte et il étrangle une adolescente de 15 ans. Ce jour-là, William fait 36 morts, parmi lesquels figure l'épouse d'un sergent qui était son collègue de travail, et il blesse aussi une 30aine de personnes. Après l'attaque, il se débarrasse de son uniforme de police, vole les vêtements de l'une de ses victimes et prend à nouveau la fuite, déclenchant la plus grande chasse à l'homme ayant jamais eu lieu au Tanganyika à ce moment-là. William est intensivement recherché par les autorités, aidé par des membres de la tribu Wasukuma et même par une compagnie du King's African Rifles, un régiment colonial britannique. Des grands moyens sont déployés, des maîtres-chiens et même des pilotes d'avion sont mis à contribution alors qu'une récompense de $350 est promise
à quiconque permettra la capture du fugitif. Une somme qui, rappelons-le, est tout bonnement énorme à l'époque, mais malgré tout ça, William demeure introuvable pendant plus d'une semaine. Heureusement, le 19 février 1957, un dénommé Yumbu Ikumbu signale à la police que le suspect vient de passer chez lui, à quelques 3 km de Malampaka, en quête de nourriture. Les forces de l'ordre lui demandent alors de faire son possible pour retenir William jusqu'à leur arrivée s'il se présente à nouveau à sa porte, ce qu'il fait très peu de temps après. Le lendemain, vers 1h du matin, le fugitif revient chez Yumbu. Ce dernier envoie discrètement sa femme au poste de police pendant qu'il donne un repas à son invité surprise et discute longuement avec lui. Le villageois parvient à faire la conversation à William, qui est toujours armé, pendant près de 2 heures, jusqu'à ce que la police se montre enfin. Dès cet instant, Yumbu sort en courant de la maison, puis un policier jette immédiatement une bombe fumigène à l'intérieur, un acte qui met le feu à la bâtisse et blesse grièvement William. En tentant d'échapper à son arrestation, le criminel ne fait qu'aggraver un petit peu plus son état, qui devient finalement si critique qu'il décède à l'hôpital dans les heures suivantes, à l'âge de 28 ans après avoir fait 57 morts en l'espace de 3 ans. Pour sa bravoure, Yumbu a plus tard reçu une récompense de 125 livres, ce qui à l'époque représentait apparemment l'équivalent de 350 $, pour ceux qui se posent la question, ainsi que la médaille de l'Empire britannique. Les massacres de William Huneck ont eu un profond impact localement parce qu'elles ont exacerbé les tensions entre les communautés et la méfiance générale envers les autorités, notamment dans un contexte de fin de période coloniale en Afrique. L'affaire suivante est plus récente étant donné qu'elle a eu lieu dans les années 80 au Royaume-Uni. Michael Ryan est né en 1960 et si peu de choses ont été rapportées sur son enfance, on sait qu'à l'âge de 27 ans, il vit seul à Hungerford avec sa mère Dorothy, son père Alfred étant décédé 2 années auparavant d'un cancer. Ryan a un intérêt prononcé pour les armes à feu, facilité par la loi britannique à l'époque. Il possède d'ailleurs plusieurs armes de calibre et de types différents, toutes acquises légalement et enregistrées. Le 19 août 1987, dans la matinée, Michael conduit sa Vauxhall Astra GTE argentée à Savernake Forest, à 11 km à l'ouest de chez lui, un véhicule dans lequel se trouve un pistolet Beretta 9 mm, une carabine M1 et un fusil semi-automatique Norinco type 56S. À 12h30, il aperçoit une mère venue pique-niquer avec ses 2 jeunes enfants qui s'apprête à remonter en voiture pour rentrer chez elle. En voyant Michael s'approcher, elle sent que quelque chose ne va pas chez lui et elle installe rapidement ses bambins dans son véhicule avant de fermer la portière. Malheureusement, son intuition était juste parce qu'il menace la mère de famille d'une arme pour qu'elle le suive, puis il s'arrête à environ 70 mètres de distance de sa voiture et la tue à bout portant. Par chance, après ça, il s'en va sans toucher les enfants, qui vont plus tard à la rencontre d'une femme qui passe pour lui dire qu'un homme en noir a tué leur maman. Une fois sorti de la forêt, Michael tente de tirer sur la caissière d'une station-service, mais son arme rencontre un problème et, heureusement pour la caissière, au lieu d'en prendre une autre, il décide de tout simplement quitter les lieux. Un quart d'heure après avoir fait sa première victime, des témoins le voient revenir chez lui, sur Southview à Hungerford, visiblement agacé. Une fois à l'intérieur du logement, il tue froidement les 2 chiens de la famille. Michael ressort avec des munitions, du matériel de survie et un gilet pare-balles. Il met le feu à sa maison, puis il part à pied et commence à faire un massacre dans les rues de sa petite ville. D'abord, il tire sur un couple de voisins ainsi que dans les jambes d'une adolescente de 14 ans, sortie pour voir d'où venait tout ce bruit. Seule cette dernière survit à l'attaque. Après avoir emprunté le Hungerford Common Footpath, l'homme arrive aux abords d'un parc communal et il ouvre le feu sur une famille qui s'y trouve en balade avec son chien. Le père est tué sur le coup. Les autres s'en sortent miraculeusement indemnes. Pendant que Michael retourne sur Southview, les premiers policiers mis au courant ont pour consigne d'aller fermer les accès à la route afin d'éviter que le tireur, dont ils ignorent la position précise, ne puisse sortir de la ville. Peu après, le concerné croise 2 de ses officiers qui ne sont même pas armés et il en tue un des 2. À 13h12, Michael a déjà fait 4 blessés de plus. La police demande donc par radio l'intervention de la Tactical Firearms Unit. Malheureusement, ils s'entraînent à une 60aine de kilomètres d'Hungerford à ce moment-là. Leur arrivée sur place est prévue à 14h20, un délai qui ne laisse rien présager de bon parce que la cadence de tir de Michael ne faiblit pas. À 13h18, après avoir fait un bref crochet sur la Fairview Road, le tireur a déjà fait 3 blessés supplémentaires mais aussi 3 morts, dont sa propre mère qui rentrait des courses en voiture et qui a tenté de le raisonner. Michael abat Dorothy de 4 balles, dont 2 tirées à bout portant, puis il reprend sa route. Il est aperçu 2 minutes après au niveau du Hungerford War Memorial. Il ouvre le feu sur plusieurs autres personnes sur Bulpit Lane et Priory Avenue, puis il s'introduit de force dans la maison d'un couple de sexagénaires situé sur Priory Road et il prend ses occupants pour cible.
L'homme décède immédiatement et si sa femme survit, elle s'éteindra 2 jours plus tard des suites de ses blessures. La police comme les secours ne savent plus où donner de la tête et les standards téléphoniques sont tous saturés. Dès 13h45, un hélicoptère de la police survole Hungerford pour diffuser des messages d'avertissement aux habitants. 7 minutes et un blessé plus tard, Michael entre dans la John Hogan School qui heureusement est déserte pour cause de vacances scolaires. Rapidement après ça, la TFU arrive enfin sur les lieux et commence à sécuriser les jardins et les maisons avoisinantes avant d'encercler totalement l'école vers 16h. Les autorités ignorent l'emplacement précis de Michael dans l'établissement, le principal risque à ce moment-là étant qu'il puisse lui prendre l'envie de tirer sur les hélicoptères de police et de la presse qui survolent le bâtiment. Après de brefs échanges de coups de feu entre les forces de l'ordre et le forcené, ce dernier entame une longue discussion avec un agent de la TFU. Il affirme qu'il ne quittera pas l'école tant qu'il ne saura pas comment va sa mère. Le négociateur doit donc lui annoncer que Dorothy est morte, mais il essaie tout de même de faire preuve de diplomatie en lui précisant qu'il sait que c'était une erreur. Michael, de son côté, a totalement perdu la raison. Il ironise sur le fait qu'il aurait dû rester au lit ce matin-là et il s'agace du fait de ne pas arriver à sauter la vie alors même qu'il a tué tous ces gens. C'est apparemment à 18h52 que la donne a changé parce qu'après quelques minutes de silence, un dernier coup de feu se fait entendre dans l'école. L'homme vient en réalité de se tirer une balle dans la tempe droite. Le bilan humain est lourd pour Hungerford. Dans cette ville qui ne compte même pas 6000 habitants, Michael a fait un total de 16 morts et 15 blessés. Il n'avait pas de casier judiciaire ni même d'antécédents psychiatriques quelconques, mais d'après John Hamilton, le directeur de l'hôpital Broadmoor, il souffrait très probablement d'une schizophrénie aiguë. Michael n'a rédigé aucune lettre, laissant les enquêteurs, les familles des victimes et même la sienne dans le flou le plus total quant à ses réelles motivations. Le massacre de Hungerford a profondément choqué le Royaume-Uni et il a eu un impact significatif sur la législation relative au contrôle des armes à feu dans le pays. En réponse à cette tragédie, le gouvernement britannique a adopté l'amendement Firearms Act 1988, une loi qui a renforcé la réglementation des armes semi-automatiques et des fusils à pompe, exigeant des contrôles de sécurité plus stricts pour les détenteurs de licences d'armes à feu. Comme on l'a vu précédemment, les fusillades en milieu scolaire sont souvent commises par des jeunes mal dans leur peau, qui souffrent de troubles psychiatriques, qu'ils soient diagnostiqués ou non. En d'autres termes, ils montrent généralement des signes de dégradation de leur état mental avant les faits, mais comme la prochaine affaire le prouve, ça n'est pas toujours le cas. En 2018, Dimitrios Pagourtis a 17 ans et il fréquente la Santa Fe High School, un établissement situé dans la ville éponyme, au Texas. Il occupe un poste de défenseur dans l'équipe B de football américain du lycée et ses notes sont si bonnes qu'il figure au tableau d'honneur. C'est un adolescent calme qui reste dans son coin et qui a peu d'amis, mais il ne s'est jamais montré agressif et, bien qu'il soit assez solitaire, il n'y a rien d'inquiétant dans son comportement. Pour autant, la scolarité de Dimitrios ne se passe pas totalement sans heurts, vu qu'il est victime de harcèlement scolaire de la part d'autres élèves, mais aussi de la part de plusieurs entraîneurs de son équipe de football. Le 17 mai 2018, sa classe est en visite dans un parc aquatique de la ville et au cours de cette journée, il est souriant et sympathique. En bref, aucune de ses connaissances n'aurait pu prévoir ce qui était sur le point de se produire. Le 18 mai, en début de matinée, Dimitrios arrive au lycée armé d'un fusil Remington modèle 870 et d'un revolver Rossi de calibre 38, des armes légalement acquises qui appartiennent toutes les deux à ses parents. À 7h32, il ouvre le feu dans l'une des salles de classe du complexe artistique de l'établissement, qui se compose de 4 salles interconnectées grâce à des couloirs intérieurs. D'entrée, Dimitrios tue plusieurs élèves et 2 enseignants, tout en fredonnant la chanson Another One Bites the Dust du groupe Queen, alors que les professeurs essayent de protéger les étudiants. Heureusement, un 3e professeur parvient à déclencher l'alarme incendie, ce qui entraîne l'évacuation de la majeure partie des personnes présentes dans le lycée. Plusieurs des adolescents bloqués avec le tireur s'enferment dans un placard pour se protéger, mais ce dernier fait feu sur la porte avec son fusil avant de quitter brièvement la salle d'art. Les élèves jusque-là cloîtrés en profitent alors pour sortir et tentent de barricader l'entrée de la salle de classe pour l'empêcher d'y revenir. Malheureusement sans succès. Dimitrios ouvre en force et il reconnaît l'un des étudiants du groupe qui l'abat d'une balle dans le torse en disant « Surprise !» Pendant ce temps-là, la police encercle le lycée et des coups de feu commencent à être échangés entre le tireur et les autorités. Plusieurs personnes tentent de convaincre Dimitrios de se rendre pacifiquement, mais au départ il refuse, blessant même grièvement un membre des forces de l'ordre. Cependant, quand il est à son tour touché par une balle, il change d'avis. La fusillade a duré moins de 25 minutes, durant lesquelles l'auteur a fait 10 morts, 8 élèves et 2 professeurs,
ainsi que 13 blessés. L'enquête révèle que l'adolescent avait commencé à se préparer dès le mois de mars en achetant plusieurs centaines de munitions en ligne, des commandes qui lui ont d'ailleurs été expédiées et remises sans que personne ne prenne la peine de vérifier son âge. Il n'avait d'ailleurs pas amené que des armes au lycée le jour des faits parce que divers types d'engins explosifs ainsi qu'un cocktail Molotov ont été retrouvés sur place et en dehors du campus. Le 30 avril, comme un funeste présage, Dimitrios avait posté sur Facebook la photo d'un t-shirt avec l'inscription « Born to Kill », né pour tuer. Peu après, une autre publication avait suivi. Elle montrait un trenchcoat sombre sur lequel étaient accrochés de nombreux pins, dont une croix de fer qui est à l'origine une décoration militaire de guerre. Si l'on en croit des écrits retrouvés sur le PC et sur le portable de Dimitrios, il a bel et bien suivi un plan le jour des faits, à un détail près. Il devait visiblement sauter la vie à la fin de la fusillade, mais il n'est pas parvenu à le faire. Après son arrestation, l'adolescent est incarcéré et inculpé des meurtres avec préméditation de ses 10 victimes, ainsi que de voies de fait graves contre un agent de police. Mais même si, au regard de son âge, il n'est de toute façon pas éligible à une peine d'emprisonnement à perpétuité, ni même à la peine capitale, il apparaît que ça n'est pas enfermé dans une prison que Dimitrios paiera pour ses crimes. Le 11 mars 2020, il est déclaré inapte à être jugé pour cause de troubles psychiatriques et transféré dans un hôpital pour y être soigné avant son procès, qui a déjà été reporté plusieurs fois. Dimitrios s'y trouve encore à l'heure où je tourne cette vidéo et ses parents, accusés au civil de n'avoir pas assez bien protégé et caché leurs armes chez eux, n'ont, quant à eux, pas été reconnus coupables de négligence. Nous sommes à présent dans les profondeurs et les affaires de Spallier sont beaucoup moins connues. Il est d'ailleurs probable que vous entendiez le nom de certaines d'entre elles pour la première fois. La prochaine affaire s'est produite au Canada, dans plusieurs localités de la province de Nouvelle-Écosse. C'est d'ailleurs la tuerie la plus importante qui a eu lieu dans le pays. Contrairement à beaucoup d'autres cas de fusillade, le tireur a cette fois été assez compliqué à trouver pour les forces de l'ordre. Tout commence dans la soirée du 18 avril 2020, aux alentours de 22h, quand la police répond à plusieurs appels d'urgence émis par des résidents de Portapique, un petit village situé à environ 130 km au nord d'Halifax. En se rendant sur place, les autorités découvrent 2 corps à l'intérieur d'une maison et un 3e à l'extérieur, mais le responsable de ce carnage a malheureusement déjà quitté les lieux après avoir allumé plusieurs incendies dans des habitations du quartier. Un témoin qui a été touché à l'épaule l'a aperçu avant qu'il s'en aille, et ce qu'il rapporte est assez troublant. Selon ses dires, le suspect portait un uniforme d'officier de police et il conduisait un véhicule de patrouille sérigraphié. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a reconnu l'homme, qui n'est autre que l'un de ses voisins, et qu'il sait, de source sûre, que ce dernier ne fait pas partie des forces de l'ordre. Il s'agit de Gabriel Wortman, un prothésiste dentaire âgé de 51 ans, propriétaire de 6 biens immobiliers et de 3 sociétés dont la valeur totale est évaluée à 2,1 millions de dollars canadiens. À 22h26, les officiers communiquent toutes les informations à leurs collègues afin que les rues permettant de quitter Portapique soient bloquées, mais à 22h45, soit 19 minutes après, ils réalisent que c'est probablement peine perdue. Gabriel semble s'être enfui en empruntant un chemin de terre que personne n'a pensé à contrôler. À 1h du matin, le mot est passé à tous les commissariats de Nouvelle-Écosse. Un homme armé et dangereux qui circule dans une réplique de voiture de police blanche est activement recherché. Pendant ce temps-là, Gabriel est stationné derrière un atelier de soudure dans le secteur de Debert, à environ 24 km à l'est de Portapique. Il y passe la nuit avant de reprendre la route pour se rendre cette fois à Wentworth chez des connaissances. Vers 6h30, il tape à leur porte puis les abat tous les deux, ainsi que leur chien, après quoi il passe près de 3 heures dans leur maison sans que l'on sache réellement ce qu'il y a fait. Il ne met les voiles que suite à cette pause, non sans avoir allumé un incendie et tué un voisin qui avait accouru pour aider quand il avait vu le départ de feu. Gabriel reprend ensuite le volant en direction Portapique et tire sur une femme qu'il aperçoit sur le côté de la route en passant, la touchant mortellement. Vers 9h45, il tape à la porte de la maison d'autres personnes qu'il connaît à Glenholm, mais ces derniers, également armés, savent qu'il est recherché et refusent de lui ouvrir. C'est finalement un appel passé à la police qui parvient à mettre le tireur en fuite. Avant 10h, Gabriel revient à Debert et arrête aléatoirement 2 voitures à quelques centaines de mètres l'une de l'autre pour tuer tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. L'homme joue au chat et à la souris avec les policiers qui le cherchent activement depuis la veille au soir
sans jamais réussir à le localiser précisément. 50 minutes après ça, le suspect se trouve déjà à Chouben-Acadie, à environ 50 km de Debert, et il a troqué sa veste de policier contre un gilet réfléchissant. Gabriel passe alors à côté d'une vraie voiture de police dans laquelle l'officier Chad Morrison attend sa collègue Heidi Stevenson et il ouvre le feu sur le véhicule, blessant son occupant. Chad prend la fuite, le tueur fou à ses trousses et s'il parvient à s'échapper, c'est parce que Heidi, qui arrive en sens inverse sur la route, précipite frontalement son véhicule dans celui du suspect pour l'arrêter. Juste après la collision, il s'ensuit un échange de tirs dans lequel la policière perd malheureusement la vie. Un automobiliste de passage, ignorant ce qui vient de se produire, se gare sur le bas-côté pour tenter de lui venir en aide. Une opportunité en or pour Gabriel, qui le tue et qui met le feu aux 2 voitures clouées sur place, puis s'en va au volant de la Ford Escape de sa dernière victime. La police annonce son changement de véhicule à 11h06, mais peu après, l'homme abat une énième de ses connaissances chez elle, à Chouben-Acadie, puis il change de vêtements et repart avec une autre voiture. Ce n'est que plus de 13 heures après le début de cette chasse à l'homme que les autorités parviennent enfin à y mettre un terme. À 11h24, Gabriel s'est arrêté pour faire le plein dans une station-service d'Enfield, une ville située à 95 km au sud de Port-à-Pic, quand 2 policiers arrivent et le mettent immédiatement en joue. Le suspect fait alors l'erreur de sortir une arme pour l'amener vers sa tempe, obligeant les officiers à ouvrir le feu. Pump 6, Enfield Big Stop. Suspect is down in his vehicle, multiple shots away. Le tireur est touché 2 fois à la tête, 2 fois au cou, 7 fois au bras droit et 1 fois au bras gauche, et son torse présente 25 blessures. Cette tuerie de masse, qui s'est déroulée sur 2 jours les 18 et 19 avril 2020 en Nouvelle-Écosse, a fait un total de 22 victimes et 3 blessés. Le 4 décembre suivant, l'épouse de Gabriel, son frère aîné et l'un de ses beaux-frères sont accusés de lui avoir fourni des munitions qu'il a utilisées dans les attaques. Cependant, selon la Gendarmerie royale du Canada, aucun des 3 ne savait ce qu'il prévoyait de faire avec. Le mobile des crimes du tueur reste d'ailleurs indéterminé à l'heure où je tourne cette vidéo, mais il semblerait qu'avant les faits, il agissait déjà de façon répréhensible. En effet, selon un témoin qui connaissait Gabriel depuis 9 ans, l'homme était un prédateur sexuel qui faisait transiter de la drogue depuis le Maine et il possédait un grand nombre d'armes à feu. Pour la prochaine affaire, retour en Europe et plus particulièrement en Finlande, un autre pays dont je n'ai jamais fait mention auparavant. Le tueur de masse dont je m'apprête à vous parler était, tout comme Sung Hui Cho, un admirateur des auteurs de la fusillade de Columbine, si on peut appeler ça comme ça. Il avait d'ailleurs des vidéos concernant la fusillade dans sa playlist de favoris YouTube, en plus d'avoir une chaîne sur laquelle il publiait des vidéos de lui en train de s'exercer au tir dans un stand. En 2008, Matti Saari a 22 ans et une jeunesse qui a été marquée par des problèmes en tout genre. C'était un enfant timide et sensible à la croissance lente, qui était très souvent malade, ce qui a malheureusement fait de lui une victime de harcèlement scolaire. À cause de ça, il développe des troubles anxieux et une dépression pendant son adolescence, puis il décide de mettre un terme à ses études secondaires. À l'âge de 17 ans, Matti perd brutalement son frère et évidemment, ça n'arrange rien à son état psychologique déjà instable. Il finit par se réfugier dans la consommation d'alcool et développe une adoration pour les armes à feu. En 2006, il entre dans l'armée finlandaise pour effectuer son service militaire obligatoire, mais au bout d'1 mois seulement, il se fait renvoyer parce qu'il ne parvient pas à s'adapter. Malgré tout, peu après, il décide de reprendre ses études et s'inscrit à la Kohajoki School of Hospitality, au sein de laquelle il doit suivre un cursus de gestion hôtelière. Mais si ce nouveau départ peut laisser penser que Matti remonte peut-être la pente, au cours de sa seconde année dans le programme, il donne à sa vie une toute autre tournure. Le 23 septembre 2008, dans la matinée, il entre dans l'école par le sous-sol, muni d'un pistolet Walter P22 et de cocktails Molotov. Il y a à ce moment-là quelques 200 personnes dans l'établissement. Matti porte des vêtements foncés, parmi lesquels une veste en cuir et un masque de ski, et il marche tranquillement dans les couloirs. C'est vers 10h40 qu'il pénètre dans une salle de classe où une vingtaine d'étudiants qu'il connaît passent un examen, puis il ouvre le feu. Matti s'approche individuellement de 9 jeunes qu'il abat froidement avec une attitude agressive. Un 10e est grièvement touché et trouve la mort dans le couloir alors qu'il tente de s'échapper. Plusieurs étudiants parviennent à s'enfuir et le professeur essaye d'empêcher le tireur de revenir dans la salle de classe quand il en sort pour recharger son arme. Malheureusement, il n'y parvient pas et se fait tuer. Après ça, Matti répand de l'essence dans la pièce et il y met le feu, puis il regagne le couloir dans lequel il voit 2 élèves qui approchent, désireux de savoir d'où viennent les bruits générés par les coups de feu.
Il leur tire dessus et reprend sa route en direction d'un laboratoire de langue dans lequel il jette un cocktail Molotov entre 10h45 et 11h avant de faire voler toutes les fenêtres du couloir principal du bâtiment en éclats avec son arme. Juste après, 2 officiers de police entrent dans la cour de l'établissement, mais Matty ouvre le feu sur eux, les forçant à battre en retraite. Entre 11h45 et midi, d'autres unités de police, appuyées par un certain nombre de véhicules blindés, débarquent sur les lieux, mais ils sont dans l'impossibilité d'entrer dans l'école à cause de la fumée noire dégagée par les incendies en cours. C'est dans ces eaux-là qu'une dernière détonation retentit, laissant place au silence. Matty vient en réalité de retourner son arme contre lui, mais à 12h13, les policiers le retrouvent vivant. La blessure qu'il s'est lui-même infligée en se tirant dans la tête ne l'emporte que quelques heures après son transport à l'hôpital. Selon 2 notes manuscrites qu'il avait laissées dans son dortoir, Matty planifiait de commettre ce massacre depuis 6 ans. Un massacre qui a causé la mort de 10 personnes et fait 11 blessés. Dans ses écrits, l'auteur de la fusillade affirmait détester la race humaine dans son intégralité, et si on en croit le témoignage de l'un de ses amis, son comportement a réellement changé 2 ans avant les faits. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à vouer un culte aux tueries de masse américaines. Pour commettre sa fusillade, il se serait par ailleurs inspiré de l'auteur de celle de Tussula, qui s'est produite en Finlande en novembre 2007. La police avait été informée au sujet des vidéos YouTube publiées sur la chaîne de Matty par un tuyau anonyme peu avant les faits, mais la perquisition menée à son domicile la veille de l'incident n'a rien donné, vu qu'il avait un permis pour son arme. Ce n'est malheureusement qu'après la fusillade qu'ils ont appris que le jeune homme avait également posté du contenu sur un site de réseautage social finlandais, une vidéo dans laquelle il pointait une arme à feu vers la caméra en disant « Vous allez être les prochains à mourir » en anglais, avant de tirer 4 coups de feu dans la même direction. You will die next. Une découverte qui aurait peut-être provoqué son arrestation et potentiellement qui aurait pu sauver de nombreuses vies si elle avait été faite avant, mais ça ne reste évidemment que des suppositions. Comme on l'a vu, beaucoup de tueries de masse ont pour motivation une haine généralisée. Mais ça n'est pas toujours le cas, à l'image de Devin Kelley, dont je vous ai parlé plus tôt, qui s'est rendu dans une église, fréquentée par sa femme et sa belle-mère, avec qui il était en conflit. Et c'est aussi le cas de Robert Stewart, qui a pris pour cible une maison de retraite américaine nommée Pine Lake Health and Rehab, située en Carthage, en Caroline du Nord. En 2009, son ex-épouse y occupe un poste d'infirmière et il a bien l'intention de se venger d'elle. Une ex-épouse qui n'est d'ailleurs pas sa première femme, mais à la fois la 4e et la seconde. Je m'explique. Robert s'est marié pour la première fois en 1981, à l'âge de 18 ans, mais cette union n'a tenu que quelques mois. Il a ensuite dit oui à une dénommée Wanda Gay Neal, qui l'a rendue très malheureuse pendant 3 ans. L'homme est d'une extrême possessivité, il est alcoolique et il a un tempérament violent. Un combo pas incroyable qui, sans surprise, a fini par pousser sa seconde épouse à demander le divorce. L'année de sa séparation, Robert se marie une 3e fois, mais il rabâche sans arrêt à Sue Griffin, sa nouvelle femme, que son ex était mieux qu'elle. Charmant. Il reste malgré tout avec elle pendant 15 ans, mais la quitte finalement en 2001 pour tenter de reconquérir Wanda à grands coups de belles promesses. Robert lui dit qu'il va changer, qu'il va arrêter de boire et qu'il va la traiter correctement. Résultat, en 2002, il se marie pour la seconde fois, seulement chassé le naturel, il revient au galop. Les années passant, il empêche à nouveau Wanda de sortir seule, se remet à boire, puis il finit par faire pire, en menaçant de la tuer avec une arme. C'est à ce moment-là que Wanda réalise qu'il est plus que temps qu'elle s'en aille, pour de bon cette fois. Robert tente de la récupérer, mais il n'y parvient pas, alors 3 semaines après le départ de sa femme, il décide de se venger en se rendant sur son lieu de travail, lourdement armé. Le 29 mars 2009, peu avant 10h, l'homme de 45 ans se gare sur le parking de la maison de retraite et il ouvre le feu sur la voiture vide de Wanda avant de tirer sur un visiteur qu'il touche à l'épaule. Malgré sa blessure, l'homme réussit à retourner à l'intérieur pour prévenir tout le monde de la présence d'un tireur dehors, mais ça ne change malheureusement pas grand-chose. Robert entre dans la maison de retraite et gagne le hall à la recherche de Wanda, qui a été réaffectée à l'unité de traitement de la maladie d'Alzheimer ce matin-là. Quand elle entend les coups de feu, cette dernière se cache dans une salle de bain dont elle verrouille la porte, qui est protégée par un code. Robert se dirige vers la zone réservée aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer. En chemin, il tue 7 résidents, dont 2 en fauteuil roulant. Pendant que le personnel essaye de son mieux de mettre les autres patients à l'abri, une infirmière tente d'arrêter le tireur,
qui ne veut rien entendre et qui l'abat avant de reprendre calmement sa route. Vers 10h05, soit 5 minutes après l'arrivée de Robert à la maison de retraite, le jeune officier Justin Garner, qui est le seul policier à être en service à Carthage à ce moment-là, le confronte dans un couloir. Il lui demande plusieurs fois de déposer ses armes, mais après avoir fait mine de le faire, le tireur lui loge une balle dans la jambe. Justin riposte et touche Robert au niveau de la poitrine, ce qui le met hors d'état de nuire, sans le tuer. En à peine 5 minutes, l'homme a fait 8 morts âgés de 39 à 98 ans et 2 blessés. Son procès débute 2 ans après et la défense tente de plaider la folie, affirmant que Robert n'était pas en pleine possession de ses moyens au moment des faits parce qu'il était sous l'influence de multiples médicaments. Cependant, le procureur est en mesure de présenter des preuves montrant qu'il avait planifié l'attaque et qu'il était motivé par le désir de tuer son ex-épouse. Le tueur de masse est finalement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et à l'heure où je tourne cette vidéo, il a 62 ans et se trouve toujours derrière les barreaux. Il n'est pas étonnant que le dernier tueur de masse de cette trace y ait sa place quand on connaît ses antécédents qui laissaient présager qu'à un moment donné, il allait potentiellement finir par faire une très grosse bêtise. Dès son adolescence, Roderick Dantzler fait des siennes vu qu'il est condamné pour la première fois à l'âge de 15 ans pour cambriolage. Cet Américain a vu le jour dans le Michigan et il n'a jamais connu son père. En grandissant, il doit compter avec un beau-père qui souffre d'une addiction à la drogue, ce qui, on l'imagine, n'a pas dû l'aider à devenir plus stable. Les années passant, le comportement de Roderick devient toujours plus problématique au point que Victoria, sa propre mère, en vienne à le mettre à la porte dès sa majorité pour ensuite déposer une demande d'ordonnance restrictive à son encontre. Une chose dont le jeune homme, laissé sans domicile fixe, se venge en mettant le feu à la maison familiale. Mais sa mère n'est pas la seule à avoir des ennuis avec Roderick, étant donné que dans ces eaux-là, 3 autres femmes demandent également à être protégées de lui parce qu'il les a menacées. En 1997, à 20 ans, il est d'ailleurs reconnu coupable de violences conjugales et de destruction de biens. Cependant, il ne s'arrête pas là. 3 ans après, plongé dans un excès de rage au volant, il tire sur quelqu'un et se voit condamné à une peine d'emprisonnement allant de 3 à 10 ans. Roderick est libéré au bout de 5, après avoir participé à de multiples programmes de prévention de la colère et après avoir obtenu l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires, mais il est rapidement révélé qu'il a été diagnostiqué bipolaire et qu'il ne prend pas son traitement. Une conduite qui ne tarde malheureusement pas à avoir de nouvelles conséquences négatives. L'homme tombe dans la drogue et dans l'alcool, puis il repasse par la case prison en 2010, suite à une condamnation pour voie de fait. Le 7 juillet 2011, drogué et ivre, il bascule totalement et s'introduit dans une maison située 2046 Plainfield Avenue Northeast, dans la ville de Grand Rapids. En début d'après-midi, il abat froidement ses 3 occupantes avec un Glock modèle 19 de calibre 9 mm, des personnes qui ne lui étaient pas inconnues vu qu'il s'agit du logement de l'une de ses ex, qui était à ce moment-là avec sa sœur et sa nièce de 10 ans. Après ça, il se dirige vers le 1270 Brinell Court Northeast, à 3 minutes de là, et entre dans une autre maison qu'encore une fois il connaît bien, et même très bien, étant donné que c'est celle de ses beaux-parents. Ils sont justement chez eux à ce moment-là, et à l'intérieur, Roderick trouve aussi Jennifer Erin, son épouse de qui il est séparé, et leur fille de 12 ans, Camry. Sans réfléchir, il les tue tous les 4, y compris sa propre enfant, puis il téléphone à sa mère pour lui confier qu'il vient de prendre la vie de sa femme. Immédiatement après la fin de la conversation, vers 14h30, Victoria appelle les autorités pour leur rapporter ce que Roderick vient de lui dire. Des officiers sont alors envoyés chez Jennifer, mais forcément ils ne l'y trouvent pas. Très vite, les 2 scènes de crime sont découvertes et le quartier est complètement bouclé. C'est à ce moment-là que les policiers découvrent que Roderick a également tiré dans la tête d'un homme à quelques rues de là, en repartant aux alentours de 15h. Par chance, la balle a été déviée par une plaque de titane posée dans son nez, ce qui lui a évité la mort. Du côté de la police, une chasse à l'homme s'engage pour retrouver Roderick et c'est finalement par le biais d'un appel qu'ils parviennent à le localiser. Vers 19h, une amie du fugitif téléphone au 91 pour signaler qu'il la suit. Elle a peur et on peut la comprendre vu que, dans la foulée, il lui tire dessus depuis sa propre voiture, au croisement de Division Avenue North et Fulton Street West. Heureusement, elle survit à cette attaque, même si elle est grièvement blessée au bras. Mais Roderick ne s'arrête pas là. Après ça, il ouvre le feu sur un 4x4 qui passe sans faire de victime, puis des officiers de police le repèrent et le prennent en chasse, provoquant même 2 collisions pour le pousser à s'extraire de son véhicule. Il s'ensuit un échange de tirs durant lequel personne n'est touché, puis
Une course-poursuite qui dure une dizaine de minutes. Roderick sort du centre-ville et prend l'Interstate 196 Ouest en direction du nord vers l'autoroute US 131. Finalement, il tourne vers l'est, toujours pourchassé par des officiers qui ne le lâchent pas, bien décidés à l'arrêter. C'est vers 19h15 que le criminel traverse le terre-plein central, passe sur la voie ouest et roule un moment à contresens avant de précipiter sa voiture hors de la route, dans un bois situé en contrebas. Cela dit, cet accident n'arrête pas Roderick. Il sort de l'habitacle et court jusqu'à la première maison qu'il voit, une habitation située au 3232 Rickman Avenue Northeast, dans laquelle il entre en force. À l'intérieur, il y a 3 personnes qui ne le connaissent pas et qui se demandent paniqués ce que peut bien leur vouloir cet homme, qui ne laisse pas planer le doute bien longtemps quant à ses intentions. Roderick prend les occupants du logement en otage. Une fois qu'elles l'ont localisé, les autorités n'ont donc pas d'autre choix que d'entamer des négociations avec lui, en espérant qu'il ne blesse pas ses captifs. Vers 21h30, il accepte de libérer une personne contre des cigarettes et du Gatorade, une boisson énergétique américaine. 2 heures plus tard, l'homme est dans une évidente détresse et il comprend qu'il est dos au mur, totalement encerclé par la police. Il décide alors de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête, sans faire de mal aux 2 otages restants. Selon les autorités, Roderick ne supportait pas l'idée que son épouse veuille divorcer. Drogue, alcool et problèmes psychiatriques aidant, il a donc perdu la raison, jusqu'à se mettre en tête qu'il devait traquer toutes ses ex pour les éliminer, allant même jusqu'à tuer sa propre fille. Une façon pour le moins extrême de mal digérer une rupture et une bien triste histoire qui vient clore le 4e palier de cet iceberg. La dernière strate est atteinte et nous nageons maintenant dans les abysses. Les fusillades perpétrées par les prochains tueurs de masse dont je vais vous parler ont été très peu médiatisées. Pour cette raison, peu d'images réelles sont disponibles. Je doute que vous connaissiez toutes les affaires de cet ultime palier, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Et d'ailleurs, si vous êtes toujours attentif et bien réveillé, ça veut probablement dire que la vidéo vous plaît, donc pensez à mettre un petit pouce bleu, et bien sûr à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On parle généralement beaucoup des tueries de masse qui ont fait un grand nombre de victimes parce qu'elles ont un impact psychologique très important sur les gens, mais il ne faut pas oublier que certaines sont passées sous silence, tout simplement parce que le pire a pu être évité. Et c'est le cas de la fusillade commise par Anthony Barbaro, un adolescent américain de 17 ans qui a vu le jour et qui a grandi dans la petite ville d'Olean, dans l'état de New York. En 1974, c'est un lycéen brillant qui figure au tableau d'honneur et qui vient d'être intronisé à la National Honor Society, en plus d'avoir remporté une bourse d'études. Anthony s'intéresse à l'ingénierie et il a pour projet de travailler dans le domaine scientifique. En attendant, il fait quelques heures de temps en temps dans un fast-food du coin dans lequel sa mère est salariée. L'adolescent est assez solitaire, mais ça n'est pas faute d'avoir des fréquentations, vu qu'il fait partie du club de tir de son établissement. Il est même devenu un tireur d'élite envié parce qu'il est particulièrement doué. En d'autres termes, Anthony est calme et il n'a jamais eu aucun problème de comportement. Personne n'a donc vu arriver ce qui s'est passé le 30 décembre 1974. En début d'après-midi, il sort au volant de la voiture de sa mère après avoir dit à son frère qu'il partait s'entraîner au tir. Un frère évidemment très loin de se douter du type de cible sur lequel il comptait s'exercer. Vers 14h50, Anthony entre dans son lycée, la Olean High School, par une entrée latérale laissée ouverte, l'établissement étant fermé aux élèves parce qu'à ce moment-là, c'est les vacances scolaires. L'adolescent monte au 2e étage et il commence par lancer un cocktail Molotov artisanal qui déclenche l'alarme incendie du bâtiment. Après ça, il se ferait un chemin vers la salle du conseil étudiant en faisant sauter la serrure de la porte, puis il la referme derrière lui. Cela dit, si le lycée est fermé, il n'est pas vide pour autant, parce qu'à ce moment-là, il y a quelques employés et une équipe composée de 12 personnes qui effectue des travaux d'entretien courant au sous-sol. L'un de ses ouvriers décide de monter dans les étages pour voir ce qu'il se passe quand il entend l'alarme, mais en chemin, il croise le gardien qui lui dit qu'il ne devrait pas le faire parce qu'il pense qu'un coup de feu a été tiré. Malheureusement, l'homme ne l'écoute pas et dès qu'Anthony l'aperçoit, il l'abat aussitôt avant de décider de tirer sur les gens qui passent à l'extérieur du lycée. Depuis le 2e étage du bâtiment, il tue un homme qui marchait sur le trottoir d'en face et il loge une balle dans la tête d'une femme qui passait par là en voiture. Anthony fait également 7 blessés par arme à feu et 4 supplémentaires touchés par des éclats de verre. Un terme est mis à la fusillade à 17h20 quand
Des policiers locaux et d'État encerclent le lycée, accompagnés d'un char de la garde nationale. 2 officiers entrent alors dans le bâtiment, puis ils jettent des grenades lacrymogènes dans la salle de conseil étudiant. Anthony s'équipe rapidement d'un masque à gaz, mais ce dernier s'avère défectueux et il perd connaissance, ce qui permet aux autorités de l'appréhender sans qu'il n'oppose de résistance. Après avoir été brièvement transporté à l'hôpital, l'adolescent est incarcéré, mais il n'a jamais été jugé parce que, moins d'1 an après, le 1er novembre 1975, il se pend dans sa cellule de prison. Les motivations réelles d'Anthony ne sont pas vraiment connues, d'autant plus qu'absolument rien dans son attitude ne laissait présager de ce qu'il allait faire, mais il a tout de même donné un indice dans une note qu'il a laissée. Je suppose que je voulais juste tuer la personne que je déteste le plus, moi-même. Je n'avais pas le courage, je voulais mourir, mais je ne pouvais pas le faire, alors il fallait que je pousse quelqu'un à le faire à ma place. Ça n'a pas fonctionné. Le fameux Suicide by Cop. Le jour de cette tragédie, 3 vies ont été perdues, mais on ne peut qu'imaginer le désastre qui aurait pu se produire si Anthony était passé à l'acte hors vacances scolaires. Aujourd'hui, on le citerait peut-être comme on mentionne Eric Harris et Dylan Klebold, les auteurs de la fusillade de Columbine. Comme on a pu le voir tout au long de cet iceberg, de nombreux tueurs de masse sont devenus des sortes de modèles dont les crimes passés en ont motivé d'autres à passer à l'acte. Et c'est justement le genre d'idole qu'avait Robert Smith quand il s'est introduit dans un salon de beauté situé à Mesa en Arizona avec une seule idée en tête. En 1966, le jeune homme de 18 ans veut devenir connu et il compte faire ce qu'il faut pour qu'on se souvienne de lui, quitte à ce que ce soit de la pire des façons. Robert, à la base inspiré par des figures historiques telles que Jules César et Napoléon Bonaparte, a malheureusement dévié jusqu'à en arriver à avouer un culte à des personnes qui ne méritent aucune admiration. En tête de liste, Adolf Hitler et Lee Harvey Oswald, l'homme qui a brutalement tué le président John Fitzgerald Kennedy en 1963, ou encore les meurtriers Charles Whitham et Richard Speck, qui ont chacun commis une tuerie de masse courant 1966. Ces 2 hommes n'ont d'ailleurs pas tué parce qu'ils souhaitaient devenir célèbres, mais la frénésie médiatique qu'il y a eu autour de leur crime leur a quand même permis de le devenir. Robert est en dernière année de lycée quand il décide de s'acheter un revolver de calibre 22 pour suivre les traces de Charles et Richard. Le 12 novembre 1966, il entre en brandissant son arme dans le Rosemar College of Beauty, un salon de beauté où l'on enseigne les métiers de l'esthétique à des jeunes femmes. 7 personnes se trouvent à l'intérieur à ce moment-là, 4 étudiantes ainsi qu'une cliente et ses 2 filles en bas âge, mais Robert n'obtient pas du tout le résultat auquel il s'attendait. En effet, tout le monde dans l'école est occupé et personne ne lui prête attention, alors il décide de signaler sa présence en tirant un coup de feu avant de demander à toutes les personnes présentes de se diriger vers l'arrière du local. Une fois dans une pièce à l'abri des regards avec ses victimes, il leur intime l'ordre de se coucher en cercle, tête vers le centre, à la façon des rayons d'une roue de vélo. Puis Robert rate sa première tentative de meurtre. Il essaye de mettre des sacs à sandwich sur leur tête pour les étouffer, mais il ne réussit pas à les placer correctement. Il décide donc d'utiliser son arme et ouvre le feu sur le groupe. 4 personnes meurent sur le coup, 3 étudiantes âgées de 18 et 19 ans et la cliente de 27 ans, qui protège sa fille de 3 mois en se jetant sur elle. Grâce au sacrifice de sa mère, le bébé a la vie sauve et n'est blessé qu'au niveau d'un bras. Sa grande sœur, en revanche, n'a pas la même chance. Elle survit elle aussi à l'attaque initiale, mais elle bouge juste après et ses mouvements attirent l'attention de Robert, qui sort un couteau pour la poignarder jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. La 4e étudiante qui composait le groupe a quant à elle aussi été touchée, mais elle réussit à feindre la mort jusqu'à l'arrivée de la police sur les lieux, qui s'est faite très rapidement. Il se trouve que, pendant le massacre, une femme est entrée dans le salon de beauté, mais en entendant les coups de feu, elle a immédiatement pris la fuite pour prévenir les autorités. Robert, pris sur le fait, s'est rendu sans opposer aucune résistance et il a avoué que s'il a tué 5 personnes et en a blessé 2 autres, il comptait en réalité faire plus de victimes que Charles Whitham, qui a pris 15 vies le jour de son attaque. Heureusement, il est entré dans le salon de beauté à un moment où il n'y avait pas grand monde, ce qui l'a privé de sa possibilité de faire plus de morts. Après son arrestation, Robert est condamné à la prison à perpétuité et on le déclare malade mental sans que les troubles psychiatriques dont il souffre ne soient jamais détaillés. Il demande plusieurs fois sa libération conditionnelle sans jamais l'obtenir et meurt à l'hôpital le 21 avril 2024 à l'âge de 76 ans. Après les États-Unis, direction l'Écosse où a eu lieu une tuerie de masse qui se place en tête des plus meurtrières du Royaume-Uni, devant le massacre de Hungerford commis par Michael Ryan en 1987. Thomas Watt Hamilton est né à Glasgow sous l'identité de Thomas Watt Jr., mais lorsqu'il atteint l'âge de 18 mois, son père abandonne soudainement sa famille.
À partir de là, ce sont ses grands-parents maternels qu'il adopte légalement et qu'il élève comme s'il était leur propre fils. Il lui donne ainsi le nom qu'on lui connaît et tout le monde dans sa famille lui fait croire que sa mère biologique est en réalité sa grande sœur. Il n'apprend la vérité qu'au début de sa vie d'adulte, ce qui, on peut le comprendre, le dévaste complètement. Après ça, il n'est plus jamais le même. Alors, qu'on soit bien d'accord, ça n'excuse en rien ce qui va suivre. Comprendre ne veut pas dire cautionner. Un petit peu plus tard, Thomas commence à s'investir sérieusement dans des organisations pour jeunes, mais son comportement laisse fortement à désirer. À l'âge de 21 ans, il est nommé chef scout, mais il fait rapidement l'objet de 12 plaintes différentes selon lesquelles il aurait forcé des jeunes à dormir à proximité de lui dans son fourgon pendant des expéditions en montagne. Des allégations selon lesquelles il aurait pris des photos de garçons semi-nus sont également avancées. L'année suivante, rien n'a pu être prouvé, mais Thomas se voit retirer son mandat de scout. Cela dit, prouvé ou pas, ses voisins pouvaient voir des posters de jeunes garçons affichés sur les murs de sa maison en passant devant chez lui. Un petit peu tendancieux quand même pour quelqu'un qui est censé être innocent. Après tout ça, Thomas est devenu la cible de nombreuses rumeurs locales, ce qui, à en croire ses dires, a durablement impacté sa vie de façon très négative. En 1993, soit 19 ans après les faits, il se plaint que sa mauvaise réputation a coulé son entreprise d'installation de cuisine. 3 ans après, le 13 mars 1996, l'homme, maintenant âgé de 43 ans, commence sa journée comme toutes les autres. Il gratte la glace de sa camionnette devant son domicile à Stirling, puis il prend la route en direction de Dunblane, une ville située à environ 9 km de là. Seulement vers 9h30, Thomas affiche un comportement étrange, il se gare devant la Dunblane Primary School et gare son véhicule près des poteaux téléphoniques qui se trouvent sur le parking. Il coupe ensuite les câbles qui desservent les maisons voisines avant de se diriger vers le gymnase de l'école, lourdement armé. Il est équipé de 4 armes de poing, 2 pistolets Browning HP de calibre 9 mm et 2 revolvers Smith & Wesson M19 357 Magnum. Il a également sur lui pas moins de 743 munitions. À ce moment-là, dans le gymnase, une classe de CP composée de 28 élèves se prépare pour un cours d'éducation physique en présence de 3 membres du personnel de l'établissement. Thomas y entre et il ouvre le feu quasi immédiatement sur le groupe, sans faire aucune distinction. L'une des enseignantes est tuée sur le coup et les 2 autres sont grièvement blessées. La première s'effondre dans un placard, mais la seconde reste suffisamment consciente pour tenter de protéger les enfants. Elle parvient à en emmener 4 dans le placard où se trouve déjà sa collègue. En plus d'avoir abattu une adulte, Thomas a également pris la vie d'un enfant et il en a blessé plusieurs autres qui, incapables de bouger, se retrouvent à sa merci. Le tireur en profite donc pour se rapprocher d'eux et les achève froidement à bout portant. Il prend ensuite pour cible une élève un petit peu plus âgée qui marche le long du gymnase. Heureusement, seuls des éclats de verre l'atteignent et elle parvient à prendre la fuite. Thomas tire un petit peu partout, qu'il voit quelqu'un ou pas d'ailleurs, et en quittant brièvement le gymnase, il ouvre le feu sur une autre employée de l'école, qu'il blesse sans toutefois parvenir à la tuer. Après ça, l'homme revient sur ses pas puis il se saisit de l'un de ses revolvers, qu'il retourne contre lui, mettant fin à sa vie et à la fusillade, qui n'a finalement duré que entre 3 et 4 minutes. De très longues minutes pour les personnes présentes dans cette école, au cours desquelles il a tué 17 personnes, dont 16 enfants âgés de 5 à 6 ans, et blessé 15 autres personnes. Et le bilan aurait pu être bien plus lourd sans l'excellent réflexe de l'une des enseignantes. En entendant les tout premiers coups de feu, elle a immédiatement demandé à tous ses élèves de se coucher au sol, alors quand, quelques instants plus tard, Thomas a tiré 9 balles en direction de sa classe, il n'a touché que des livres et du matériel. Les motivations précises du tueur restent floues, mais il est supposé que son passage à l'acte est dû à ses griefs envers la communauté locale et les organisations de jeunesse qui, selon lui, l'avaient injustement traité. Cette tragique affaire a conduit à des changements significatifs dans la législation britannique, notamment avec l'introduction de l'amendement Firearms 1997, interdisant totalement aux particuliers de posséder une arme de poing au Royaume-Uni, à quelques exceptions près telles que les armes de collection neutralisées. Cet amendement remplace en quelque sorte celui qui avait été adopté suite au massacre de Hungerford, rendant la loi visant à encadrer la possession d'armes à feu beaucoup plus répressive encore. Boom Kon-woo est le second sud-coréen de cet iceberg après Sung Hui-cho. Seulement, contrairement à lui, il n'a pas émigré aux États-Unis. Cette affaire est assez particulière parce qu'il se trouve que l'homme était policier et qu'il a commis l'une des tueries de masse les plus meurtrières au monde après celle de Las Vegas et d'Utoya.
que j'abordais dans le premier palier. Boomcon est le troisième d'une fratrie qui compte 4 garçons, issus d'un père qui est membre des forces de l'ordre. C'est d'ailleurs son influence qui donne à son fils l'envie de le devenir lui-même. Malheureusement, quand il entre au collège, il se renferme et ses résultats scolaires chutent, marquant le début d'une dégringolade qui n'en finit pas. Au lycée, il fait partie des plus mauvais élèves de son établissement et son père meurt d'un cancer du côlon juste avant la remise des diplômes, un décès qui aggrave encore son apparent mal-être. Endeuillé, Boomcon devient violent et agressif, puis il commence à s'automutiler avant d'abandonner les études supérieures qu'il venait tout juste de débuter. En revanche, si l'école, ça n'est pas son truc, il s'aperçoit pendant son service militaire obligatoire qu'il manie extrêmement bien les armes à feu et, plus précisément, qu'il est doué en tir de précision. Il en ressort diplômé en 1981 pour prendre ses fonctions au commissariat de Gaman dans la grande ville de Pusan. Le problème, c'est que si Boomcon est doué pour manier les armes, ses méthodes sont pour le moins discutables et en particulier ses méthodes d'interrogatoire, vu qu'il frappe régulièrement les suspects qu'il questionne. Et cette attitude problématique va finir par lui coûter cher. En avril 1981, ses talents de tireur d'élite lui permettent de décrocher un poste de garde de la Maison Bleue, située à Séoul, un bâtiment qui n'est rien de moins que la résidence officielle et le bureau du président de la République de Corée du Sud à l'époque. Mais Boomcon se fait renvoyer seulement 6 mois plus tard à cause de son tempérament, héritant même d'un surnom assez parlant, Tigre Fou. Pour autant, si ça lui coûte une place que beaucoup rêveraient sans doute d'avoir, il reste tout de même officier de police. Après son départ de Séoul, il est affecté à Kungyu dans un petit commissariat de campagne, mais ses méthodes n'ont pas changé, et s'il est violent dans le cadre professionnel, il l'est également dans sa vie personnelle. Et c'est d'ailleurs ce qui va provoquer indirectement l'une des tueries de masse les plus meurtrières de l'histoire. Le 26 avril 1982, dans l'après-midi, Malsun Shun, la compagne de Boomcon, se hasarde à essayer de tuer une mouche posée sur son torse alors qu'il fait la sieste après le déjeuner. Un geste assez innocent qui le met pourtant très en colère. Furieux d'avoir été réveillé, l'homme de 26 ans se dispute avec sa petite amie et la frappe, puis il part sur son lieu de travail où il s'enivre pendant près de 3 heures en buvant du whisky. Boomcon ne rentre chez lui qu'à 19h30, toujours aussi énervé et ivre de surcroît. Alors, la seconde altercation qui s'ensuit est encore plus violente que la première. Résultat, il repart au poste de police, mais cette fois, il n'en ressort pas les mains vides. Sans être vu de ses collègues, il parvient à emporter avec lui 2 carabines M1, entre 140 et 180 cartouches et 7 grenades. Vers 21h30, il abat une première personne qu'il croise par hasard dans la rue, puis il entre dans le bureau de poste local, tue 3 opératrices téléphoniques et coupe les lignes. Après ça, il prend 6 autres vies sur la place du marché de Torongni en jetant une grenade et en tirant sur les passants. Malsun, la petite amie de Boomcon, qui a brièvement débarqué pendant le massacre pour vérifier d'où provenait tout ce bruit qu'on entendait dans le village, est elle aussi blessée mais elle survit. À 22h30, le tireur prend une jeune femme de 18 ans en otage et se rend à Ungiri. Là-bas, il lui demande d'aller lui chercher un soda dans une boutique. Malheureusement, c'est la dernière chose qu'elle fait. Après avoir reçu sa boisson, Boomcon tue sa captive ainsi que la femme et les 2 filles du vendeur. L'homme, atteint d'une balle dans la jambe, réussit néanmoins à s'échapper. Le tireur continue son massacre sur place, faisant un total de 18 victimes à cet endroit, avant de prendre la direction de Pyeongchon-ni. Là-bas, il s'introduit dans une maison et tue les 4 membres de la famille qui y vivent, puis il se sert de son statut de policier pour entrer dans une autre habitation où tout le monde est encore debout. Comble du tout, il se fait inviter à manger par ses hôtes, un repas durant lequel il se plaint du montant de son salaire et du fait qu'il ait été muté à la campagne. Malheureusement, l'ambiance change quand l'un des résidents fait remarquer à Boomcon que ses munitions ont l'air d'être des fausses. Il ouvre le feu et tue 12 personnes dans la maison avant d'en abattre 8 autres dans les rues. 24 vies sont perdues à Pyeongchon-ni ce soir-là. À 1h40, le quartier général de la police nationale à Séoul reçoit l'information selon laquelle une fusillade se déroule dans plusieurs villages du pays. Parallèlement, un important groupe de 37 policiers parcourt ces villages à la recherche de Boomcon. L'homme est à ce moment-là retranché dans une ferme dont il a pris en otage tous les occupants dans la pièce principale. 2 heures plus tard, les forces de police se rapprochent de l'habitation, faisant comprendre à Boomcon qu'il est dos au mur. Il s'attache alors 2 grenades à la poitrine et les dégoupille. Il est tué dans l'explosion, emportant malheureusement avec lui 3 de ses otages.
En commettant ces attaques qui se sont étalées sur environ 8 heures, Boomcon a fait 56 victimes et quelques 35 blessés. Le retentissement de cette tuerie dans le pays a été très important parce que plusieurs personnalités politiques sud-coréennes de premier plan ont démissionné ou ont été suspendues juste après, pointées du doigt pour leur mauvaise gestion de la crise engendrée par la tuerie. C'est tout récemment, en avril 2024, qu'un mémorial aux victimes de l'attaque a été érigé dans le comté d'Uryong. Voilà pour le deuxième iceberg de la chaîne, j'espère qu'il vous a plu et je compte sur vos retours, ils sont particulièrement importants et m'aident à améliorer ce format qui reste assez nouveau pour moi. N'hésitez pas non plus à me dire quelles affaires vous avez pu découvrir ou même si l'une d'entre elles vous a intéressé au point que vous vouliez que j'en fasse une vidéo complète. Et si vous avez des suggestions pour de futurs icebergs, marquez-le en commentaire. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et comme d'habitude n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!